Pour sa troisième saison parmi l'élite du football français, le Stade Malherbe était bien décidé à ne pas connaître les mêmes frayeurs que les années précédentes. Pour vivre enfin une saison tranquille, le club canet a bouleversé son équipe professionnelle durant la trêve. Une dizaine d'anciens sont partis, 8 nouveaux joueurs sont arrivés et pas des moindres. L'entraîneur ne sera jamais totalement satisfait du recrutement aussi longtemps qu'il n'y aura pas Maradona ou Matthäus, donc on peut toujours faire mieux. Mais par rapport aux moyens du club, je crois que le club a réalisé des très bons transferts. Maintenant, il faudra voir si ces joueurs qui ont de la qualité individuelle arrivent à former un collectif valable. Et je crois qu'on va gagner en qualité technique. La petite peur que j'ai à l'heure actuelle, c'est que cette qualité technique ne doit pas faire oublier les qualités du Stade Malherbe, c'est-à-dire la hargne, la volonté, cette rage de vaincre, cette soif de duel et tout cet esprit qui entoure le club. Le championnat débarque sur les chapeaux de roue avec un début de calendrier impitoyable. Après un match nul à Nantes 0-0, les malherbistes reçoivent les Girondins de Bordeaux qui font encore figure d'ogre en ce début de saison. Mais les Normands, sans complexe, dégonflent tout de suite la baudruche bordelaise. Pete Dedboer signe son entrée en crucifiant son ancien équipier, Joseph-Antoine Bell. À quelques minutes de la fin, le Néerlandais sert à son tour Fabrice Divert sur un plateau. C'est le premier but de la saison pour Fabrice. Quand ça pose sans bavure 2-0, c'est le début de la crise à Bordeaux. Raymond Goethals sera viré quelques jours plus tard, tant mieux pour lui et pour Marseille. Marseille où justement se déplacent les malherbistes le match suivant. Les ambitieux canets sont attendus de pied ferme et avec un peu de curiosité par la terreur phocéenne. Au beau milieu de l'été, le stade Vélodrome avait attiré du monde. Pourtant, les équipiers de Rix ne craqueront pas sous la pression des stars marseillaises, même si l'OM ouvre le score grâce à Eric Cantona sur ce coup franc de Stojkovic. Après le repos, c'est le même duo magique Stojkovic-Cantona qui trompe le maçon une seconde fois. Mais les Canets réduisent le score en fin de rencontre. Divers amuse la défense marseillaise et centre pour Dangbeto. Hippolyte marque son premier but avec son nouveau club. 2-1, c'est la première défaite de la saison, mais le Stade Malherbe sort conforté par sa prestation. Graham Rix peut sabler le champagne avec son compatriote Chris Waddle. Face à Sochaux, les Bleus et Rouges confirment et s'imposent grâce à un doublé de Michel Rio en deuxième mi-temps. 5 points en 4 matchs, même les supporters les plus mordus n'en espéraient pas tant avec un tel calendrier. Un succès qui commence à énerver les clubs plus riches. À Cannes par exemple, la presse fait monter la tension, ce qui donnera une ambiance épouvantable avec 6 cartons jaunes. Même si les Azuréens tirent les premiers par Binarix sur coup franc, le Stade Malherbe parvient à égaliser par son nouveau buteur, Michel Rio. 1-1, un bon résultat, mais un match à oublier. Ce qui n'est pas le cas pour le suivant, Avenois contre Toulouse. Pour la troisième fois consécutive, quand ça pose sur le même score, 2-0 et en deuxième période encore une fois. Mais ce match restera surtout celui de Graham Rix. Le capitaine anglais réussit 2 buts magnifiques de précision. À quelques semaines de son jubilé, Rix atteignait ce jour-là un sommet. Les supporters malherbistes ne l'oublieront pas en l'accompagnant nombreux le 13 octobre à Londres. Ce jubilé entre Arsenal, son ancien club, et Tottenham constituera pour Graham un autre souvenir inoubliable et un hommage mérité aux Britanniques de Saint-Sylvain. Arsenal, tous mes copains et tout, ouais, c'est super. Et ce football anglais, je crois que vous aimez beaucoup.
Oui, c'est un peu vite pour moi maintenant, mais j'ai pas d'habitude, mais c'était une super journée, oui. Très content. Graham Rix connaîtra moins de réussite par la suite, un peu à l'image de son équipe. Mais après un nouveau match nul à Saint-Étienne, le Stade Malherbe atteindra son apogée à l'occasion de la 8e journée. Face à Nancy, les Normands réalisent un carton grâce à Divers, auteur de 2 buts. Une première fois ici. Une deuxième fois en deuxième période après un but de Germain. Le Polonais Taraziewicz réduira le score avant que Rabé marque contre son camp. Caen triomphe finalement 4-1, c'est la 4e victoire consécutive à Venoy. Au matin du 10 septembre, le Stade Malherbe se retrouve 2e au classement général à 3 points du leader, Marseille, avec 4 victoires et 3 matchs nuls. Pourtant, Daniel Jean Dupeux tenait à mettre un bémol à ce résultat un peu inespéré. On a l'impression, quand on lit le résultat, que c'était un match facile. Alors que pour la première fois de la saison, peut-être, sur tout un match, on a l'impression de ne pas vraiment maîtriser le match, de donner notre empreinte au match. Et je crois que ça a été surtout un match où les individualités chez nous ont été marquantes, où les erreurs de l'adversaire et le coup de patte de quelques joueurs ont fait la différence, mais pas vraiment le collectif, au contraire, peut-être des matchs précédents. Je crois qu'il faut continuer de travailler. Le classement étant là, disons que ça nous permet de travailler dans la décontraction sans trop s'énerver, pas commencer de prendre des ambitions à 30 journées de la fin. Daniel Jean Dupeux n'est effectivement pas du genre à prendre l'Helvétie pour une lanterne. Les rendez-vous suivants confirmeront ses craintes. Après un échec 3-2 à Paris, le SMC concède sa première défaite à Venoy contre Monaco. Georges Weah marque en première période après une talonnade géniale de Gérald Passy. Le même Passy marquera lui-même en deuxième mi-temps suite à un coup franc tiré par Dominique Bijotta. Ce jour-là, Caen s'est heurté à Roc, celui de Monaco. Un ressort s'est cassé. La semaine suivante, en effet, les malherbistes tomberont de plus haut encore à Brest contre l'autre formation surprise du début de saison. Sous l'impulsion d'un Ginola intenable, les Bretons vont étriller leur voisin normand. Après Maurice Bouquet, le capitaine, Roland Salin réalise le triplé. Et comme si cela ne suffisait pas, Hubert Fournier lobera le basson en deuxième période. Brest s'impose 5-0 dans ce match calamiteux. Conséquence de ce naufrage, des titulaires comme Pete Tedbourg retrouvent le banc de touche pour la réception de Toulon. Le match de la peur pour les deux formations. Après une longue période d'inefficacité, Fabrice Divers retrouve le chemin du but, mais après 1h10 de jeu. Et à quelques minutes de la fin, Michel Riot porte l'estocade. 2-0, Toulon s'incline et perd Roland Courbis qui intégrera la prison quelques jours plus tard, mais pas à cause de la défaite. Les malherbistes, eux, poussent un ouf de soulagement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu sur la sellette, que ce soit Hubert Fournier qui a été écarté et Pete qui était remplaçant. Bon, il y avait, c'est vrai, quelques joueurs sur la sellette. Et bon, l'entraîneur avait prévenu, s'il y avait un mauvais résultat à Brest, il y aurait beaucoup de changements. Bon, ça s'est fait. Et puis bon, ce soir, on est content d'avoir pris les 2 points. Peut-être pas avec la manière, mais je crois que 2-0, c'est net. Et puis on s'est mis, je pense, à l'abri avec le deuxième but de Michel. Après un match nul à Rennes, c'est Auxerre qui vient avec son gardien international Bruno Martini qui fera obstacle aux offensives cannaises. À la 32e minute, le trio d'attaque bourguignon Vairua, Kovacs, Cocard amuse la défense locale. 1-0, le score ne bougera pas. Et pourtant, à la 66e minute, Benoît Coé obtient un pénalty, mais Fabrice Divers se heurte une nouvelle fois à l'invincible Martini. Celui-ci rentre en Bourgogne sans but encaissé. Ce soir-là, Auxerre devient leader du classement. L'automne sera pour Caen la période besogneuse. Les Normands marquent des points à Montpellier et Nice, ou comme ici face à Lyon. Mais des points obtenus souvent dans la douleur. Les occasions ne manquent pas, mais un seul but sera marqué par Michel Riot en deuxième période. 1-0, cela fait 2 points quand même, et c'est l'essentiel. Avec l'hiver débute le football du dimanche après-midi. Après une défaite à Lille, Malherbe réussit son deuxième carton contre une autre formation lorraine, Metz, même si Calderaro égalise ici après un but de Divers. Les cadets font la différence en deuxième période.
grâce à Dedbourg d'abord, de la tête bien sûr. Christophe Poix récidive un peu plus tard, toujours de la tête. Diver enfin réussit là un nouveau doublé dans un angle impossible. 4-1, une victoire assurante confirmée par un match nul la semaine suivante à Bordeaux. L'année se termine en apothéose avec la réception de Marseille à la veille de Noël. Ce jour-là, Venoy est plein à craquer. Pourtant, la montagne accouchera d'une souris. À l'image de Moser, l'OM n'était pas venu pour faire le jeu dans ce qui sera la dernière rencontre de Franz Beckenbauer comme entraîneur. Dans ce duel morose, quand se créent quelques rares occasions, comme par Diver ici. Jean-Pierre Papin, lui, n'a pas son efficacité habituelle. Rudy Garcia réussit à beaucoup de rats, mais tombe au mauvais moment. Papin échouera une deuxième fois sur le maçon en fin de rencontre. 0-0, un point toujours bon à prendre qui permet au Stade Malherbe de conclure l'année à une excellente 5e place. Les cadets peuvent partir tranquillement en vacances. Le cadre reposant du Settlos à Bagnoles-de-l'Orne pour le retour de vacances des Malherbistes. Ils sont 19 dans le groupe, seul Christophe Poix n'est pas là à cause d'un problème de ménisque. Alors, monsieur l'entraîneur, quel est le but de ce mini-stage? De s'entraîner un petit peu plus que normalement, puisqu'on s'entraîne 2 fois par jour, et puis de se découvrir peut-être un peu, parce que tout au long de l'année, finalement, on sort du vestiaire, on va sur le terrain et on repart, chacun à ses occupations, donc on se découvre peut-être un petit peu, mais là, le stage n'est pas assez long quand même pour faire de grandes découvertes. À midi pile, c'est l'heure du déjeuner pour tout le monde, ambiance toujours aussi décontractée. Ensuite, un petit café, puis direction le ping-pong pour certains, avec un ramasseur de balles de luxe, Fabrice Diver. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 91? La santé, finalement, après, on se débrouillera avec le reste. Je souhaite une très bonne année à tout le monde et au Stade Malherbe pour 91-92. Une année qui commence pourtant de façon dramatique pour tout le monde. La guerre éclate dans le Golfe, les événements sportifs prennent alors une allure dérisoire et certains sont reportés, voire purement et simplement annulés. Ce n'est pas le cas pour les footballeurs qui reprennent comme prévu le chemin des stades après une trêve plus courte que les années précédentes. Franck Dumas, capitaine sur le terrain mais simple bidasse à l'extérieur, constate cette ambiance différente dans sa caserne. Il y a eu un dispositif de mise de sécurité contre les attentats là-bas. Et c'est tout ce qui se passe. Bon, c'est vrai que les officiers sont un peu sur les nerfs. Mais je crois que c'est petit par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. Il y a juste un problème de sécurité. Sur le terrain aussi, l'année commence très mal pour les malherbistes. 2 jours avant l'expiration de l'ultimatum, Caen s'incline à Sochaux après ce but de Prat. Le SMC sera à nouveau victime de la fièvre jaune la semaine suivante. Cannes arrive à Venoy sur une série de 9 rencontres sans défaite, sans oublier le contentieux du match aller. Pour ce match à haut risque, Michel Vautreau est appelé comme arbitre. Les 2 équipes se tiendront parfaitement, mais Caen s'incline pour la 3e fois de la saison à Venoy. L'auteur du crime s'appelle Éric Guérit. La mauvaise série se poursuit à Toulouse où Caen s'incline 3-2 avec ce dernier but d'Acosta. 3 défaites consécutives, ça va mal, et le SMC voit son classement chuter à cause de ce mois de janvier calamiteux. Contre Saint-Étienne, c'est clair, les Normands n'ont plus le droit à l'erreur. Les spectateurs, pour ce retour au samedi soir, ont droit à un match crispant, surtout qu'en début de rencontre, l'arbitre refuse un pénalty justifié pour une main du jeune de Guerville. Le ralenti confirme la faute que tout le monde voit, sauf Monsieur Leduc. Justice sera pourtant faite dans les dernières minutes. Corner combiné de Olsen et Diver qui sème la zizanie chez les Verts. Hubert Fournier en profite et marque le but de la délivrance qui met fin à 2 mois sans succès. Une victoire étriquée mais importante. Si ce soir on perd une 4e fois, je crois qu'après ça aurait été assez difficile de revenir dans le coup.
Bon, ça a été dur ce soir, ça a été même très dur parce qu'on est tombé sur une excellente équipe de Saint-Etienne. Mais on s'est battu pendant 90 minutes et je crois que c'est le principal. On gagne 1-0 ce soir, donc ce soir on est peut-être relancé. Effectivement, Caen ramènera un point de Nancy avant de battre Paris Saint-Germain. La guerre du Golfe fait rage et le froid s'abat sur la France. Ce 13 février, le terrain est gelé et les spectateurs sont transis. Malgré ces conditions difficiles, le nouveau duo d'attaque Germain-Diver va s'éclater et énerver Joël Batz. En première période d'abord, Diver sert un caviar à son compère Germain, 1-0. Sur cette action, Germain lui renverra l'ascenseur après le repos, 2-0 pour Caen qui sort la tête de l'eau. Il fait meilleur quelques jours plus tard sur la Côte d'Azur, mais face à l'équipe de la Principauté, les cadets devront s'incliner comme à l'aller, 2-0. Franck Sauzet offre le premier but à Georges Weah. Le même Sauzet profitera d'un centre de Youri Djorkaeff pour tromper le basson et infliger une défaite logique aux Normands. Moins logique sera la suivante à l'image de ce coup d'envoi donné à Venoy face à Brest. Après cette faute, Ferrer mystifie la défense cannaise d'entrée de jeu. On joue depuis 3 minutes à peine. David Chinola en fera de même un peu plus tard avec une maestria de Carioca. Jugez plus tôt. 2-0 pour Brest. Les Cannais abasourdis parviendront quand même à réduire le score juste avant le repos grâce à Joël Germain, encore lui. Malgré tous leurs efforts, les équipiers de Franck Dubin ne parviendront pas à égaliser en deuxième mi-temps. Ils se heurteront à un mur nommé Bernard Lama. Après le carton du match aller, les Bretons réussissent un hold-up à Venoy. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions ici. On a joué intelligemment, c'est-à-dire on a joué les contres parce qu'on savait que l'équipe de Caen, ils vont nous presser ici. J'ai dit à mes joueurs d'essayer de conserver le ballon et de jouer dans le dos de défenseurs, de placer des contres le plus vite possible. Ça nous a réussi 2 fois et tant mieux pour nous. Avec le printemps débutent les travaux du grand stade régional qui portera le nom de Michel Dornano. Après un match nul rassurant à Toulon, le SMC reçoit la Lanterne Rouge, Rennes, avec l'obligation de s'imposer. Ce que le SMC fera, mais avec difficulté. Il faut attendre la 65e minute pour voir le Bourgeois réussir son premier but de la saison. Sur ce coup-là, le gardien Rédé Manteau est l'auteur d'une barabée. C'est ce que tout le monde dit. Bon, pour avoir discuté un petit peu avec lui, puisqu'il est du même village que moi, je le connais bien, le ballon a eu une trajectoire un peu bizarre. Bon, c'est ce qui l'a trompé, quoi. Voilà. C'est le tournant du match et Joël Germain marquera son tour sur un pénalty provoqué par cette faute de Osterwehr sur Coé. Germain trompe sans difficulté son malheureux concitoyen Manteau qui aura passé une bien mauvaise soirée. C'est vrai que Caen mérite sa victoire, donc on est d'accord sur ce point-là. Qu'on n'ait pas vu grand-chose de la part de Rennes, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a vu un but de François Omanbiik refusé pour une faute que pour ma part j'ai pas vue, ni je pense pas grand monde dans le stade qui l'ait vu. Donc je pense que c'est le tournant du match. Mais incontestablement, Caen nous a été supérieur. Auxerre, c'est bien la bête noire des Cannais. L'équipe bourguignonne inflige 15 jours plus tard un sévère 3-0 aux Normands. Le Hongrois Kovacs réussit le doublé à la suite de 2 services parfaits de Christophe Coquard. Et Enzo Schifo, lui, conclut en fin de rencontre sur un pénalty. Montpellier marque les retrouvailles de Robert Louzaré avec Venoy. Les Héroltais sont en pleine déconfiture après leur élimination européenne par Manchester. Les Cannais dominent largement mais ne marquent qu'une seule fois par Fabrice Diver, de la tête, ce qui est plutôt rare. Lorsque Caen a marqué en première mi-temps, on a une balle d'égalisation nette, on ne l'a pas mise. On a un but marqué par Ziobert qui est refusé, on se demande pourquoi. On a eu 2 occasions de Tétis et de Suring. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les 2 équipes étaient très près l'une de l'autre. La seule différence, celle qui a gagné, c'est celle qui avait l'enthousiasme et la confiance supérieure par rapport au fait qu'elle joue à domicile. Un autre ancien club de Robert Louzaré, Lyon, reçoit Caen la semaine suivante. Les Malherbistes effectuent un match plein, mais manquent de réussite. Pire, les Rodaniens bénéficient de 2 pénaltys transformés par Roberto Cabañas. Un Paraguayen qui joue aussi les Cabris.
Pourtant, Benoît Coé puis Franck Dubas parviennent 2 fois à égaliser. Mais Lyon porte l'estocade. Bruno Genesio réussit un tir en retournée magnifique. Un but qui mérite bien un ralenti. 3-2, une défaite un peu injuste pour les Calvadosiens. À Venoy, en revanche, le SMC a retrouvé l'habitude de la victoire, même si le Niçois Buffat trompe une défense pas tout à fait réveillée. Grabrix égalise d'abord sur coup franc. Michel Rio, rentré après le repos, mettra fin à une longue période d'inefficacité. Ce but offre la victoire 2-1 à sa formation. C'est la première fois que Malherbe s'impose après avoir été mené. Le match contre Lille sera le plus insipide de l'année. Le LOSC est venu chercher un point. Le SMC manque d'imagination pour faire sauter le verrou moulé par Jacques Santini. Les deux équipes se quitteront sur le score de 0-0. Un match nul dans tous les sens du terme. L'événement finalement se passe en coulisses avec l'annonce du premier transfert de l'année. Philippe Montagnier revient. Conséquence, François Lemasson, lui, s'en va. Je peux vous annoncer ce soir que c'est officiel. Montagnier revient à Caen. Je crois que c'est le juste retour des choses. Je crois que le club n'aurait jamais dû laisser partir Philippe à Nantes. Bon, ils auraient dû faire peut-être un effort. Je crois que depuis le début de la saison, ça traînait. Je crois que le président faisait quelques remarques à chaque fois en parlant toujours de Philippe. À chaque fois qu'il rentrait dans les vestiaires, c'était toujours la même chose pour savoir ce qu'a fait Nantes, pour savoir si Nantes avait perdu et si Marot avait fait des erreurs. Je crois que c'est le juste ressort des choses ce soir. Je suis amer, non, pas du tout, je crois pas. Je crois que je suis même pas déçu parce que ça me surprend plus. Je crois que c'est le milieu qui est comme ça. Des fois, c'est sans pitié, sans cadeau. Bon bah, ce soir, ça met des pans, c'est tout. Le déplacement à Metz constituera la dernière prestation de François Lemasson qui sauve la baraque. Joël Germain, lui, réussit un nouveau but. Mais les Lorrains parviendront à égaliser grâce à une reprise de volée superbe de Serge Romano. Score final 1-1, rien à faire. Le Stade Malherbe n'aura pas réussi à s'imposer une seule fois à l'extérieur cette saison. Le dernier match contre Nantes marquait les adieux à la compétition du grand Maxime Bossis. Le recordman des sélections a reçu l'hommage mérité du public de Venoy et de Jean-François Domergue. Mais l'événement pour Malherbe venait de l'éviction de François Lemasson, conséquence d'un clash avec Daniel Jean Dupeux. À 20 ans, Frédéric Pétras effectuait ses grands débuts en première division. Je suis arrivé ce matin à l'entraînement pour faire l'entraînement spécifique avec la 4e division. Et l'entraîneur est venu me trouver juste avant de s'entraîner, me disant la bonne nouvelle. Et ça a été d'abord un étonnement parce que je n'y attendais pas du tout. Je pensais que bon, l'équipe étant faite hier, il n'y avait aucune chance que je joue. Mais bon, ce matin, je suis arrivé et c'était la grosse surprise, quoi. La surprise du chef. Pour ses débuts, le jeune gardien nordiste passera une soirée tranquille. Et Pete Dedbourg, lui, offrira un succès mérité à son équipe. En battant Nantes 1-0, le Stade Malherbe offre à son public sa 13e victoire de la saison. Un parcours qui s'achève sur une brillante 8e place. Si on avait dit en début de saison qu'on finirait 8e, ça aurait été pour nous presque inespéré. Bon, c'est une place qu'on obtient. Après, je pense avoir réalisé une bonne saison. On remporte 13 victoires à domicile. C'est le meilleur résultat à domicile après Marseille. Je crois que c'est une preuve qu'on a voulu faire plaisir à notre public. Tout le monde a pris du plaisir à voir cette équipe. C'est une équipe qui a beaucoup progressé et qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Personnellement, je pense que la saison prochaine sera encore une saison d'apprentissage, mais il faut beaucoup travailler avant d'arriver à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire un jour d'être européen. Voilà, vous venez donc de revivre les temps forts de cette saison qui s'est terminée ici à Venoy avec la venue du FC Nantes. Il est temps maintenant de passer au palmarès de la saison, exactement comme à Cannes, en commençant
Des gardiens. Voici les plus beaux arrêts de la saison. Séquence on ne passe pas avec comme héros principal François Lemasson. Face à son ancien club, Saint-Étienne, le gardien canet a construit un véritable mur. Normal quand on s'appelle Lemasson. Ici, c'est Zédier de Metz qui est arrêté. Et puis Didier Autocoré à Auxerre. Ziobert, le Polonais de Montpellier, subit le même sort. Et c'est enfin au tour de Philippe Thibeuf, le Stéphanois. Les gardiens adverses ont aussi été à l'honneur à l'image du Marseillais Pascal Olbeta qui joue les acrobates. Comme un patriote, le Bessin Michel Hétor détourne un scud expédié par Christophe Point. Le Canois Michel Dussuyer stoppe ici un tir de Coé, superbe. Le Lillois Jean-Claude Dadon enfin empêche Olset de marquer au moins une fois cette saison. Un pénalty raté, cela fait partie des péripéties d'un match, au même titre que des buts contre son camp ou les occasions immanquables pourtant manquées. Voici donc notre séquence des bits de l'année, des toiles finalement rassurantes sans quoi le football ne serait plus vraiment amusant. Il ne sera passé qu'un an, le temps d'assurer l'intérim de Montagnier. Mais François Lemasson s'en est parfaitement bien tiré, même si l'histoire se termine mal pour lui. Gangbeto, c'est la bonne affaire de la saison. Le sympathique Hippolyte est devenu international espoir et olympique, et il a une énorme marge de progression encore devant lui. Christophe Point a finalement supplanté Hubert Fournier au poste de stopper. Garçon sans problème, c'est un pur produit du Stade Malherbe. Capitaine en l'absence de Rix, Franck Dumas a éclaté cette saison au poste de libéraux. Joueur le plus régulier de l'année, ce garçon de Bayeux a été sélectionné en équipe de France B. Yvan Le Bourgeois s'est imposé à un poste nouveau, celui d'arrière latéral, mais l'ancien attaquant a connu une saison contrariée par les blessures. L'une des grosses satisfactions de la saison, c'est Benoît Coé. L'ancien Marseillais a conquis une place de titulaire grâce à son activité énorme au poste de milieu défensif. Jesper Olsen a pleinement confirmé son impressionnante carte de visite. L'international danois est devenu le patron de l'équipe, même s'il n'est pas parvenu à marquer un seul but cette saison. Il a beaucoup couru, Michel Rio, et en plus, le Breton s'est révélé buteur cette saison, même s'il a connu une baisse de forme après la trêve. Graham Rix a réussi quelques buts superbes, mais n'a pas été titulaire toute la saison. À 33 ans, il a encore de beaux restes, mais il est certainement en fin de carrière. Fabrice Diver a connu moins d'efficacité que les saisons précédentes, mais il reste néanmoins un attaquant dangereux avec 11 buts, capable de marquer à n'importe quel instant. Joël Germain, c'est la révélation de la saison. Deuxième buteur du club, il a supplanté Pete Dedbourg tout en brillant à d'autres postes.
Une saison de football ne se résume pas uniquement à des occasions de but et à des buts. C'est aussi toute une ambiance, un environnement, des à côté, bref, les coulisses. Aussi, je vous propose, avant de nous quitter, de voir les images amusantes et insolites de la saison. Celles que vous n'avez pas forcément vues, c'est notre petit pétisier avec comme acteurs principaux, bien sûr, les malherbistes. Tromper un gardien tout seul n'est pas aussi facile qu'on le croit, même pour des professionnels. Témoin, cette séance de tir au but qui s'est montrée particulièrement longue. Les joueurs ne pouvaient rentrer au vestiaire qu'après avoir marqué. Et pour certains, la séance a duré un certain temps. Ce qui fait dire à Daniel Jean Dupeux... Moi, je vais aller chercher un siège, parce que si je dois rester jusqu'à la fin de l'entraînement... Olsen se sauve comme un lapin. Le petit Danois a raison, car Bissiche et Durix, qui lui courent après, ne lui veulent certainement pas du bien. C'était pour le déplacement à Cannes qui a dégénéré. Ce soir-là, les footballeurs se sont transformés en mauvais pugilistes. Là, c'est vraiment de la bêtise. Pour bien jouer au football, il vaut mieux conserver ses chaussures. Contre Lille, Michel Rio marchait à côté de ses pompes. Fabrice Diver, on le sait, est un attaquant dangereux pour les défenseurs adverses, mais aussi pour le matériel. Contre Saint-Étienne, Fabrice a prouvé qu'il était un avant-centre percutant au sens propre. Contre Metz, il y avait aussi de l'électricité dans l'air. Après ce traitement de choc, Piet Detboer, le Hollandais, n'avait plus qu'à recourir au même remède que son compère Fabrice Diver précédemment. Et alors, Daniel, malgré une nette Daniel Jean Dupeux ne rate pas souvent ses interviews. Seule exception, après la victoire contre Saint-Étienne, où le sympathique entraîneur suisse a connu un peu de retard à l'allumage. Disons que c'est sûr qu'on n'avait pas l'impression d'être entré dans le match comme... Oui, il faut recommencer. On va recommencer, d'accord, ok. On va recommencer. Ben voilà, ben ça tombe bien alors. Et moi, je me bagarre avec ma buée. C'est vrai que c'est une victoire pénible ce soir. Le match... François Lemasson est resté dans l'ombre lors de cette interview. Ce soir-là, nous avions oublié de mettre la lumière. Bon, bah, on a eu beaucoup. Images d'entraînement, devinez à qui elles sont. La réponse se trouve de l'autre côté de la Manche. Présentation d'un derrière qui monte au filet, Yvan Le Bourgeois. Pour Michel Rio qui grimace, nous conseillons le même remède que précédemment. Venu en janvier avec ses camarades de Cannes, Luis Fernandez, l'espace d'un instant, s'est senti l'âme d'un chimpanzé. Ce qui provoque la joie de ses petits camarades. Comme Bordeaux, Marseille ou même Fabien Debeauté n'a pas beaucoup joué cette saison. L'ancien Toulonnais a en tout cas une façon originale de terminer les interviews. Pas de problème. Je vous remercie. Je pose 2 questions, puis t'enchaînes. Raymond Kérusoré, lui, s'est fait tirer l'oreille pour répondre à la presse après la défaite de Rennes à Venoy. Manque de bol, quand l'entraîneur breton se décide à parler, il prend un coup malheureux dans le genou. Au grand mot, les grands remèdes. Notre ami Le Gorju était passé par là avec son magnétophone qui pèse quand même un certain poids. Kéru n'avait pas besoin de cela pour faire la gueule ce soir-là.